Facebook et vie privée ne font qu'un pour beaucoup. Photos de famille, règlement de compte, tout y passe. La rédaction de RTI2 revient sur les dangers de l'exposition de la vie privée sur Facebook. Le 5 avril 2013, en Inde, 45 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble en chantier près de Bombay. Nous reviendrons sur ce drame dans l'éphéméride. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. De nombreuses personnes ont pour habitude de partager leur vie privée sur Facebook. En 2010, le fondateur de Facebook déclarait ceci: « La vie privée n'existe pas sur Facebook. Facebook est fait pour avoir une vie publique. Vous vous affichez sur le net avec nos outils, donc vous ne voulez pas de vie privée. Pourtant, exposer sa vie privée sur Facebook peut avoir des conséquences désastreuses. » Dangui nous l'explique dans ce reportage. Cybercafé en plein air au bord d'une rue à Abidjan. Selon les autorités, plus de 3 millions d'Ivoiriens utilisent Facebook. Beaucoup d'entre eux y répandent leur vie privée. Les gens se réveillent le matin, je suis réveillée sur Facebook. En tout cas, je déplore ça, surtout les enfants. Ceux qui mettent la photo de leurs enfants sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est pas bon. Les gens aujourd'hui, sur les plateformes, les images que vous voyez, ce ne sont pas eux les images. Ce sont des images d'autres personnes qui prennent pour mettre sur des images et vont passer pour ces personnes-là. On a perdu un grand artiste il y a quelques jours de cela, mais j'ai été surpris de voir une de ses photos quand il était à l'hôpital. C'est pas sage. Publier l'intimité d'une famille sur Facebook, présenter sa femme, des fois des tenues, je dirais, difficiles à apprécier sur les réseaux sociaux, pour que le monde entier puisse voir. Souvent des jeunes filles elles-mêmes qui se mettent dans des tenues désobligeantes qu'elles publient sur les réseaux sociaux que tout le monde voit. Je me pose la question chaque fois, en réalité, ces personnes cherchent quoi exactement? Lieu de rencontre ou de retrouvailles, lieu de tous les possibles, Facebook est aussi un terrain de chasse pour prédateurs, adeptes de cyberharcèlement, d'agression sexuelle et de cybercriminalité. C'est quelqu'un qui m'a envoyé un jour un message, il dit qu'il est au Canada, il est dans le domaine de la santé. Enfin, c'est une dame qui me dit ça, bien sûr. Et après, je me suis rendu compte que c'est un homme plutôt. Et ensuite, c'est pas vrai. La personne n'est même pas au Canada. C'est un homme qui a pris l'image d'une femme blanche pour s'exprimer. J'ai vu ça très vite et j'ai dévié la communication avec la personne. Facebook, pour que toi et moi, on puisse être des amis, il faut que je t'envoie une invitation. Toi, tu acceptes l'invitation. Et donc, on commence à échanger. Mais à un moment donné, je commence à poser certains problèmes. Ça peut être des problèmes de famille, des problèmes financiers. Bon, tu es mon ami. Peut-être que tu vas vouloir m'aider. C'est en ce moment qu'il rentre maintenant l'ANAC. Autant dire qu'avec ses plus de 2 milliards d'usagers dans le monde, Facebook n'est pas seulement une fenêtre d'opportunité. Ce réseau social peut se révéler un véritable danger pour ses usagers imprudents. Beaucoup d'entre eux l'ont d'ailleurs appris à leurs dépens. Une de mes tantes, en fait, la personne a piraté le compte et il disait dans les messages qu'il nous emmenait qu'il avait des problèmes. Il voulait qu'on l'aide à hauteur de 40 000. Donc quand on appelle la dame, elle dit non. C'est comme ça qu'elle appelait tous ses contacts pour dire que son compte a été piraté. J'ai déjà raté un entretien juste parce que j'avais des photos un peu plus sexy sur Facebook. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Derrière Facebook se trouve une organisation animée par des personnes qui voient les données personnelles des utilisateurs. Sur Internet, on ne peut rien contrôler, admettent les experts. Pour eux, le défi, c'est d'éviter les comportements à risque sur Facebook. Aujourd'hui, il y a trop d'espionnage. Il faut faire attention avec ceux avec qui on échange sur Facebook. Et ne pas trop dire des choses parce que aussi l'espionnage est beaucoup développé sur Internet même et sur Facebook. Donc il ne faut pas trop dire des choses. Demandez plutôt à la personne de son numéro de téléphone et échanger avec elle pour voir si vraiment c'est une personne réelle. Les usagers de Facebook sont invités à la prudence, à beaucoup réfléchir avant de publier des informations sur leur vie privée et surtout avoir un mot de passe de 16 à 18 caractères avec une authentification forte. Sachez que les candidats aux examens du BEPC session 2018 sont invités à imprimer leur convocation test à partir du mardi 3 avril sur le site www.men-deco.org. Cette convocation obligatoire pour les épreuves d'éducation physique et sportive
prévu du 10 au 21 avril prochain permettra à tous les candidats d'effectuer un ultime contrôle des informations sur leur identité et leurs options d'examen. Passé ce délai, les données présentes sur les convocations seront définitives et aucune autre correction ne sera possible pendant les oraux et les écrits selon la DECO. Les populations du village de Sereoudé dans le département de Bondoukou pourront avoir du matériel électroménager. Fini le temps des distractions au clair de lune. Ce village est désormais connecté au réseau électrique. Les habitants ont célébré la fête de la lumière avec Parga Sorokone. Par ce geste, Talo Kwasi Thompson, cadre de la région du Gontougo, vient de permettre à Sereoudé, village situé à une vingtaine de kilomètres de Bondoukou, de bénéficier du réseau électrique. Un don du président de la République, Alassane Ouattara. Talo Kwasi Thompson, par ailleurs, parrain de cette fête de la lumière, n'a pas manqué de sensibiliser les populations quant à la bonne utilisation de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité dans un village, ça permet aux jeunes des scolarisés de revenir. Et quand le président de la République fait un tel don, je ne peux que dire merci. Le courant, on ne doit pas le gaspiller. Et c'est pour cela d'ailleurs, avec ces nouveaux compteurs, les parents sont formés par l'agence CIE de Bondoukou pour l'utilisation. Mutuelle de développement MUDES et population de Sereoudé heureuse de la présence de la lumière dans leur village assure de mettre en pratique les conseils du parrain et des autorités. L'électricité, c'est un phénomène qui est très dangereux si on l'utilise très mal. Donc il faudrait que tout le monde soit sensibilisé pour que nous puissions bien utiliser le courant que nous avons. Nous avons vécu longtemps dans le noir et aujourd'hui Dieu nous a permis d'avoir la lumière chez nous. Nous sommes très contents. La fête de la lumière à Sereoudé a bénéficié du soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, fille de la région, tous deux représentés à cette cérémonie. Elle a vu également la participation des autorités administratives, des chefs traditionnels du village et des représentants du roi de Bondoukou. Le village de Sereoudé, selon les autorités de la région, sera bientôt doté de l'eau courante. Sachez aussi que Jeannot Ahoussou Kouadio a été élu aujourd'hui président du Sénat de Côte d'Ivoire par les 66 sénateurs élus le 24 mars dernier. C'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il devient le tout premier président du Sénat de Côte d'Ivoire avec un suffrage de 99%. En Sierra Leone, le candidat de l'opposition, Julius Maada Bio, est lui élu président au second tour de l'élection présidentielle. Il a remporté un peu plus de 51% des suffrages, battant le candidat du parti au pouvoir. 2 heures seulement après l'annonce de sa victoire, Julius Maada Bio prête serment en présence de centaines de proches, représentants des corps de l'État et diplomates étrangers. Au Soudan, une équipe nationale féminine de football demeure un rêve lointain, mais Salma Al-Majidi a brisé les barrières en devenant la première coach d'un club de foot masculin. À 27 ans, elle est présentée par la FIFA, la Fédération internationale de football, comme la première femme arabe et soudanaise à prendre en charge une équipe d'hommes dans le monde arabe où ce sport est omniprésent. Salma Al-Majidi est la première femme à devenir coach d'une équipe masculine au Soudan. En 2012, le Conseil islamique du FIKH du Soudan a publié un décret religieux interdisant la formation d'une équipe nationale féminine de football dans le pays. La raison, c'est un acte immoral. Alors que ce décret a poussé la plupart des femmes soudanaises à abandonner leur rêve de devenir footballeuse professionnelle, Salma Al-Majidi l'a contourné en devenant coach de football et ses joueurs sont tous des hommes. Reconnue par la FIFA comme la première femme arabe et soudanaise à diriger une équipe de football masculine, Al-Majidi a commencé à rêver d'une carrière dans le football à l'âge de 16 ans. Certaine que si un homme pouvait faire quelque chose, une femme le pouvait aussi, elle a approché un coach d'une équipe masculine et lui a demandé de travailler avec elle. Elle a raconté à l'AFP ses débuts. Au Soudan, les hommes pensent que le rôle des femmes consiste à rester à la maison et s'occuper de leur foyer. Il y a un garçon dans l'équipe qui refusait de voir une femme sur le terrain lui donner des ordres. Il le prenait mal parce qu'il avait été élevé dans cette idée. Ensuite, elle a commencé à entraîner des équipes de moins de 13 ans et de moins de 16 ans. Désormais âgée de 27 ans, elle possède non seulement le badge B,
de la Confédération africaine de football, ce qui signifie qu'elle peut entraîner n'importe quelle équipe de la première division à travers le continent. Mais elle a aussi déjà entraîné 4 clubs masculins soudanais. 2 des clubs ont même dominé les championnats locaux lorsqu'elle était leur coach. J'ai eu beaucoup d'opposition dans ma famille. Ils me demandaient pourquoi j'autorisais ma fille à travailler. Je leur disais que je lui faisais confiance, qu'elle m'avait convaincu, qu'elle avait un message à faire passer. Je n'ai pas peur pour elle et les gens au Soudan parlent beaucoup d'elle. Déterminé à réussir, Al-Majidi a hâte d'entraîner une équipe internationale un jour. Après avoir brisé les barrières, pourquoi pas? Sa participation au football envoie déjà un message fort aux hommes au Soudan. Il y a 5 ans, au moins 45 personnes, en majorité des ouvriers et leurs familles, sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble en construction à la périphérie de Bombay, dans l'ouest de l'Inde. C'était le 5 avril 2013. Retour sur ce drame avec Dangui Dangui. L'immeuble de 7 étages s'est effondré jeudi soir, comme un château de cartes, provoquant un enchevêtrement d'acier et de blocs de gravats qui freinaient les efforts des secours à la recherche de survivants. Les secours ont travaillé toute la nuit à la pelleteuse pour déblayer les gravats et dégager les rescapés évacués sur des civières de fortune. 2 bébés ont été retrouvés au cri de « Dieu est grand » et sous les vivas de la foule. Les médias indiens font état de 49 morts. Selon la police, 7 femmes et 15 enfants figurent parmi les morts. Le bâtiment était une construction sans autorisation. Un responsable de la police locale a indiqué que ses services allaient engager des poursuites pour homicide involontaire contre les constructeurs. La plupart des victimes étaient des ouvriers venus à Bombay pour trouver du travail dans la construction. Ces migrants indiens touchent en général un salaire de quelques centaines de roupies, environ 650 francs par jour. Ils emmènent souvent leurs femmes et leurs enfants sur les chantiers et y vivent le temps des travaux, parfois sous des bâches, sans aucune commodité. L'administration civile et locale mène une enquête sur l'accident. Elle inspecte les bâtiments ayant récemment été construits dans le quartier où vivent en majorité des personnes de classe moyenne. Les 7 étages étaient construits en moins de 4 mois avec des matériaux de mauvaise qualité. Les effondrements de bâtiments sont fréquents en Inde où la croissance économique a fait sortir du terre de nombreuses structures à plusieurs étages érigées sans respect des normes et parfois sans autorisation. En novembre 2010, 69 personnes avaient été tuées et plus de 80 blessés à New Delhi lorsqu'un immeuble en construction s'était effondré. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.